Washington, sur la côte est des États-Unis. C'est ici, au cimetière militaire, que reposent les 7 astronautes de la navette spatiale Columbia. 2 femmes et 5 hommes qui ont péri au cours d'un incroyable accident lors de leur retour sur Terre le 1er février 2003. Look at the chunks coming off of it. What the heck is that? The Columbia's lost. There are no survivors. C'est le destin tragique d'une fusée hors du commun que nous allons vous raconter. C'est dans l'histoire de l'aéronautique le vaisseau probablement le plus complexe jamais imaginé. Comment quelques grammes de mousse ont-ils pu conduire à la désintégration de cet engin spatial de 100 tonnes? Cela frappe la navette à une vitesse de 800 km/h. C'est comme un énorme coup de marteau. Pourquoi cet accident n'a-t-il pas pu être anticipé? De la mousse heurtait la navette dans 80% des cas. Pourquoi la structure n'a-t-elle pas été renforcée? À l'époque, on pense que c'est vraiment indestructible. Grâce à l'expertise technique des plus grands astronautes et des agents fédéraux chargés de l'enquête, mais aussi grâce aux témoignages des familles de l'équipage, nous décrypterons chaque seconde du retour de Columbia sur Terre. Il n'y a jamais eu de problème majeur lors des phases d'atterrissage. Columbia, Houston, UHF com check. Le plasma s'engouffre dans l'aile et il agit comme un chalumeau. Une fusée, c'est une grosse bombe potentielle. Et puis c'est la rupture. On n'a plus aucun contact. Ma fille me demande « Est-ce que papa va bien ?» Je lui dis non, je ne pense pas. Nous allons tenter de comprendre comment la navette Columbia, considérée comme le fleuron de l'aérospatiale américaine, a pu se transformer en boule de feu hors de contrôle. C'était littéralement le pire jour de ma vie. Janvier 2003, Cap Canaveral, sur la base de lancement de la NASA en Floride. Un gigantesque bâtiment de 3,6 millions de mètres cubes, un tel volume qu'il pourrait abriter plus de 100 000 containers. Ici, les astronautes de la prochaine mission dans l'espace essayent pour la première fois leur combinaison. Le moment est solennel, surtout pour ceux qui vont aller dans l'espace pour la première fois. C'est le cas de Laurel Clark, ingénieur en biologie. Jonathan Clark est le mari de Laurel. Il se souvient de la joie de sa femme lorsqu'elle a été choisie pour cette mission. La première fois qu'elle a postulé, c'était en 1994. Elle était enceinte. Elle n'a pas été retenue, mais elle est restée inscrite sur les listes. Et la deuxième fois, c'était en 1996, et elle a été sélectionnée. Elle était incroyablement enthousiaste. Aux côtés de l'astronaute Clark, ceux qui vont partager avec elle cette mission de 16 jours, une mission exclusivement scientifique chargée d'analyser les effets de la microgravité sur des organismes vivants. Philippe Perrin connaît bien l'équipage de cette mission. Il est astronaute français et a suivi une partie de sa formation avec eux à la NASA. C'était au départ un groupe de copains. Il y avait à son bord le premier astronaute israélien, Ilan Ramon. Il y avait le copilote Willie McCool, qui était un de mes proches. Il y avait aussi une américaine d'origine indienne et experte en bras robotiques, Kalpana. Il y avait un autre garçon qui était de ma promo quand on a rejoint la NASA quelques années avant, David. Et puis Mike, un ancien. Et c'était un équipage avec qui j'avais eu en fait une grande envie de voler. À la tête de cet équipage, l'astronaute Rick Husband, 45 ans. C'est son deuxième vol habité, son premier en tant que commandant. C'était un honneur pour lui d'être commandant. Il a fait quelque chose d'inhabituel avant de décoller. Il a appelé tous les parents de l'équipage et leur a dit combien il était honoré d'être avec leur fils ou leur fille pour cette mission et de partir dans l'espace avec eux.
Il tenait vraiment à créer un contact avec les familles, car cet équipage, c'était une vraie famille. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble à répéter les nombreuses activités qu'ils devaient faire en orbite pendant la mission. C'était une mission scientifique de recherche en apesanteur, on dit aussi parfois en microgravité. Une mission que l'équipage prépare depuis plus de 2 ans. Car initialement prévue en 2001, elle a déjà été reportée 13 fois. L'équipage était frustré de ne pas pouvoir partir. Ils ont dû souvent remettre à plus tard leur départ à cause d'autres missions spatiales qui étaient prioritaires. Mais en ce mois de janvier 2003, la NASA n'a plus le choix. Elle doit lancer cette mission rapidement pour des raisons budgétaires. Il faut donc trouver une date, mais ce n'est pas si simple. Il faut que l'ensemble des conditions météo soient bonnes au niveau visibilité et également au niveau du vent de travers. La moindre rafale de vent pourrait déstabiliser la navette au décollage. Alors les ingénieurs de la NASA scrutent méticuleusement leurs outils de prévision météorologique pour anticiper le temps en Floride, mais pas seulement. Car en cas de problème au décollage, il est prévu que la navette puisse atterrir sur des pistes de déroutement. Parmi celles-ci, 2 sont en Espagne et une en France, à Istres, près de Marseille. Cette dernière fait 5 km de long, c'est la plus longue piste d'atterrissage d'Europe. Alors que les ingénieurs essaient de trouver le jour parfait pour décoller, à quelques kilomètres de là, la navette spatiale quitte l'entrepôt pour s'installer sur son pas de tir. Alors il y a un crawler, qui est un système avec des chenilles, qui va aller tout doucement vers le pas de tir pour être prêt au décollage. C'est impressionnant, c'est extrêmement impressionnant. Ça va très très lentement, mais c'est un engin vraiment très très grand. Une vitesse maximum d'1,1 km/h, un poids de 2700 tonnes, soit l'équivalent de 7 TGV. Ce monstre sur chenille amène ce jour-là sur le pas de tir la navette spatiale la plus célèbre au monde. Il s'agit de Columbia, la pionnière des vols habités. Une merveille de technologie qui connaît pourtant un gros handicap. Pour le comprendre, il faut revenir à l'origine de la conception. Sunday, April 12, 1981. Kennedy Space Center, Florida. The Space Shuttle. Ce 12 avril 1981 est un jour historique pour la NASA. Fort de son succès des missions Apollo fin des années 60, l'agence spatiale américaine souhaite à présent construire une sorte de laboratoire dans l'espace. Ce sera l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Un projet colossal dont la réalisation nécessiterait de nombreux allers-retours entre la Terre et l'espace. La NASA doit donc trouver un autre moyen que ces fusées à usage unique. John Loxton est historien aérospatial depuis plus de 40 ans. Il se souvient très bien de la naissance du projet. Au début du programme, le but est d'avoir un engin spatial comme un avion. Il décolle, il fait quelques tours dans l'espace, puis il atterrit. Le plan est d'avoir 5 navettes pour faire 50 à 60 vols par an, 1 par semaine. Plusieurs prototypes de navettes spatiales sont alors étudiés. Et c'est le concept de l'orbiteur qui est retenu. Une sorte de cargo de l'espace, capable de transporter à la fois du matériel et des astronautes. L'orbiteur est conçu pour 7 astronautes, 4 sur le pont supérieur et 3 sur le pont inférieur. Il n'y a pas du tout de place superflue. La plus grosse partie de l'orbiteur est consacrée au transport de cargaison. Des portes situées sur le toit de la navette s'ouvrent et donnent accès à une immense soute. Une structure extérieure en aluminium et une capacité de stockage de 25 tonnes, soit l'équivalent d'une vingtaine de voitures. Et le premier orbiteur s'appellera Columbia. C'est dans l'histoire de l'aéronautique le vaisseau probablement le plus complexe jamais imaginé. Il faut imaginer la beauté de quelque chose qui décolle comme une fusée et qui se pose comme un avion.
C'est absolument extraordinaire. En ce 12 avril 1981, les ingénieurs de la NASA retiennent leur souffle. Ils vont enfin découvrir si après plus d'une décennie de recherche et un budget de plusieurs milliards de dollars, leur navette va décoller. 7, 6, 5, 4, we've gone for main engine start. Columbia décolle sans problème de Floride. Seulement, ici tout le monde sait qu'à présent, un autre défi s'annonce. Il va falloir faire atterrir la navette sans encombre, et ce n'est pas une mince affaire. C'est effectivement l'un des défis les plus grands jamais réalisés. Il faut que la navette résiste à une chaleur extrême de 1600 degrés lors de la rentrée dans l'atmosphère. Pour contrer ce problème, les ingénieurs ont conçu un bouclier thermique, la partie noire située sous l'orbiteur. Jusqu'à présent, on utilisait quelque chose qu'on appelle ablatif, c'est-à-dire que la protection se dissout et répartit la chaleur tout en se détruisant, en s'auto-détruisant en quelque sorte. Alors que là, on va réutiliser le véhicule. Ça veut dire que on va utiliser un tout autre système à base de tuiles. Ce bouclier thermique se compose de 24 300 tuiles en silice, situées sous le ventre de la navette, capables de résister à des températures de plus de 1000 degrés. Pour le nez et les bords d'attaque, ce sont des panneaux en carbone renforcé qui sont utilisés. Ces panneaux supportent des températures extrêmes de 1600 degrés. Le retour sur Terre du premier vol se passe sans problème. Ce bouclier thermique semble indestructible. Et pourtant, c'est le plus gros point faible de la navette spatiale. Un point faible qui s'avérera fatal 20 ans plus tard. Retour à Cap Canaveral en Floride. Le décollage de la mission STS-107 est prévu pour aujourd'hui, jeudi 16 janvier 2003. C'est vraiment le jour parfait pour décoller. Il n'y a pas de nuages. C'est vraiment un jour magnifique pour un mois de janvier en Floride. Il n'y a pas de pluie, aucun problème à l'horizon. Sean O'Keefe occupe à l'époque le poste d'administrateur. C'est le numéro 2 de la NASA. Alors que tout semble réuni pour faire décoller la navette aujourd'hui, Sean O'Keefe, lui, est inquiet. Cette mission se passe peu de temps après le 11 septembre 2001. Donc la NASA, mais aussi toutes les forces policières et les gardes-côtes sont en alerte maximale. La sécurité est renforcée d'autant plus que chaque décollage d'une navette spatiale attire énormément d'Américains. C'est un événement extrêmement important et extrêmement supporté par les Américains. Vous avez des personnes qui viennent en camping-car des semaines à l'avance et qui attendent jusqu'à ce que le décollage se fasse. Ce 16 janvier 2003, à 7 h du matin, soit 3h30 avant le décollage, les astronautes quittent leur quartier général sous les applaudissements et devant les caméras de télévision. Ils prennent le bus et parcourent plusieurs kilomètres pour rejoindre le pas de tir. Les anciens blagues en chahut encore, etc. Et plus on se rapproche du pas de tir, plus le silence se fait lourd, chacun se concentre. À 5 km de là, les familles des astronautes prennent place sur le toit d'un immeuble de la NASA. Sur le toit, il y a seulement quelques personnes. Il y a la famille et les officiels. Et c'est une super vue. À côté de Jonathan, Evelyn Husband, la femme du commandant Rick Husband. Elle est accompagnée par leurs 2 enfants. C'est un moment un peu effrayant. C'est assez spectaculaire de voir l'homme qu'on aime partir dans une fusée. C'est vraiment un moment très intense. H-1 heure avant le décollage. La NASA diffuse en direct à la télévision l'installation de l'équipage. You can see Commander Rick Husband, the first to enter the orbiter, as is the tradition. La pression monte. Une fois que vous êtes installé dans la navette, c'est toujours un astronaute au dernier moment qui vérifie que vous êtes bien sanglé sur votre siège, que toutes les connexions sont bien faites. La porte d'accès se ferme dans le pont inférieur
et les techniciens s'éloignent. Et vous savez qu'à plusieurs kilomètres à la ronde, il n'y a pas d'autres êtres humains que vous-même. Il n'y a personne parce qu'une fusée, c'est une grosse bombe potentielle. C'est l'équivalent d'un petit engin nucléaire. C'est une explosion contrôlée. Tout le monde est nerveux. Il faut dire que depuis quelques années, un accident hante le monde spatial. 17 ans plus tôt, presque jour pour jour, le 28 janvier 1986, la navette Challenger décolle avec 7 astronautes à bord. « 72 secondes seulement après le décollage, une défaillance dans les joints des boosters provoque une explosion. Une explosion qui tue l'ensemble de l'équipage. Columbia, elle, est une machine bien rodée. Aujourd'hui, c'est sa 28e mission dans l'espace. La navette détient le record du nombre d'heures passées en orbite, plus de 300 heures. Et cela a des conséquences techniques. Les matériaux vieillissent et c'est un vrai casse-tête avec des budgets qui diminuent de garder un niveau de sécurité. Un casse-tête d'autant plus grand que Columbia déploie une énergie considérable. Pour se mettre en orbite, la navette doit atteindre la vitesse de 28 000 km/h en moins de 9 minutes. 3 000 tonnes de poussée sont alors nécessaires au décollage, soit 25 fois plus qu'au décollage d'un A380. Pour cela, on colle à la navette 2 boosters les plus puissants du monde. Les boosters fournissent 1200 tonnes de poussée. 70% de la puissance vient des boosters à poudre. Et les boosters à poudre ont une combustion qui est extrêmement violente. Les 30% restants sont générés par les 3 moteurs de Columbia situés à l'arrière de l'orbiteur. Ils sont alimentés par un énorme réservoir extérieur qui contient plus de 2 millions de litres d'hydrogène et d'oxygène. L'ensemble est protégé par cette couche de mousse orange. Orange, c'est la couleur de la mousse isolante qui permet de garder l'intérieur du réservoir à des températures vraiment basses. C'est un peu comme une glacière pour un pique-nique. C'est rempli d'air et ce n'est pas un matériau très dense. Seulement, cette mousse a une particularité. À cause des forces aérodynamiques colossales au décollage, de petits morceaux ont tendance à s'arracher et viennent percuter la navette. Là encore, pas de quoi s'inquiéter à première vue. Il y a eu 112 vols avant STS-107 et 80% d'entre eux montraient des morceaux de mousse qui se détachaient. Donc c'était vraiment très commun. C'est toujours pareil. Il y a toujours des égratignures sur les tuiles. Mais c'est très facile à réparer. Nous n'avons jamais eu de problème avec le carbone renforcé du bord des ailes. Le compte à rebours est enclenché. La navette est prête à décoller. D'ici quelques secondes, les 3 moteurs seront lancés. 7, we have a go for main engine start. Et tout est prévu pour parer à leur bruit assourdissant. Un bruit énorme, on parle de 168 décibels. Le corps humain est tout à fait incapable de supporter ça. Et donc on lâche des milliers de litres d'eau pour amortir ce bruit. Une fois que les moteurs sont vérifiés, les boosters se lancent et on décolle. 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. Ce 16 janvier 2003, à 10h39, Columbia quitte le sol de la Floride. À l'intérieur de la navette, les astronautes subissent des accélérations considérables. La navette passe de 0 à 4800 km/h en 30 secondes. La force du décollage, c'est comme si un camion de 12 tonnes vous rentrait dedans à plus de 160 km/h. C'est en fait au départ beaucoup de vibrations. Tellement de vibrations que
Dans les premières 30 secondes, il est difficile de lire les instruments sur les écrans. À terre, les proches des astronautes assistent au départ avec une certaine appréhension. C'est vraiment spectaculaire d'assister au décollage. Et le plus impressionnant, c'est le temps que met le son à arriver jusqu'à nous. Tu vois la navette décoller et 5 secondes après, tu l'entends. Tu la sens même, une sorte de vibration dans ton estomac. Une onde de choc que ressent également le fils de Jonathan Clark, Ian, 6 ans. Il est à côté de moi et il pleure. Il est vraiment inquiet. La seule chose que je peux faire pour le rassurer, c'est de lui dire que tout se passera bien. La navette est maintenant à 8000 km/h et entre dans la phase la plus critique de son décollage. À ce moment-là, la pression autour de la navette est extrêmement forte. Les réservoirs, les boosters et l'orbiteur subissent des forces considérables. C'est la pression dynamique maximum, ou ce qu'on appelle le max Q. C'est dans cette période du max Q que Challenger a explosé. Mais ici, sur les écrans de contrôle de la NASA, Columbia semble bien résister. Away from solid rocket booster separation, everything looking good on board Columbia. 2 minutes après son décollage, la navette se sépare de ses boosters et continue son ascension. Les propulseurs à poudre s'écartent, on redescend à 1 G et tout doucement on accélère, on accélère, on accélère. On sent que la poussée dans le dos augmente, augmente. Et en face de nous, c'est le noir d'encre, même quand on décolle en plein jour. Puis c'est au tour du réservoir extérieur de se détacher de la navette. Après 8 minutes et 30 secondes, la navette atteint la vitesse de 28 000 km/h, une vitesse qui lui permet de rester en orbite autour de la Terre. Le décollage est réussi, Columbia est en orbite à 280 km au-dessus de la Terre. Tout semble en ordre. L'équipage est content d'être en orbite et il est prêt à commencer sa mission. Le commandant Rick Husband prend alors la parole. Tout semble très bien se passer, et pourtant à cet instant, personne ne le sait encore, mais la navette est gravement endommagée. Il faudra attendre le lendemain pour s'en rendre compte. Nous sommes ici au centre de mission Marshall, à 1000 km de la base de lancement. C'est ici que sont regroupés les ingénieurs en charge du bon déroulement de la mission d'un point de vue technique. Le 17 janvier, ils visionnent le décollage de Columbia, une procédure systématique. Dans la salle, personne n'est particulièrement inquiet. Le visionnage des premières bandes confirme d'ailleurs le bon déroulement des opérations. Quand soudain, un détail les interpelle. 81,9 secondes après le décollage, quelque chose semble se détacher du réservoir extérieur, vient heurter la navette et finir en poussière. Paul Wild est ingénieur à la FAA, l'agence gouvernementale responsable de l'aviation et de l'aérospatiale des États-Unis. Pour lui, pas de doute, l'objet qui se détache est un morceau de mousse isolante comme celle-ci. Voici un échantillon de cette mousse. Vous pouvez voir que sa surface extérieure est rugueuse et c'est seulement quelques grammes par mètre cube. Un morceau de mousse qui n'a rien d'inoffensif. La mousse provient de ce qu'on appelle la rampe bipode. Ce sont deux gros conducteurs qui relient le réservoir extérieur à l'orbiteur. Le morceau qui se détache de cet endroit est gros comme une petite valise, 15 cm sur 40 cm. Cette taille, c'est considérable. Sûrement le plus gros débris jamais observé dans l'histoire du programme. Ce morceau de mousse longe le ventre de Columbia et vient frapper l'aile gauche au moment où la navette est à 3600 km/h, 3 fois la vitesse du son. La vitesse relative de l'impact est de 800 km/h.
Personne ne peut l'imaginer alors, mais en fait, l'impact est considérable. La puissance du choc est équivalente à 1 tonne. C'est comme un énorme coup de marteau. Cela fait un trou aussi gros que ça. À cet instant, difficile d'avoir la certitude que l'aile gauche de la navette Columbia est perforée. Sur les 12 caméras installées sur le pas de tir, seulement 2 ont pu capturer la chute du morceau de mousse, sans pour autant que les ingénieurs puissent identifier clairement l'endroit exact de l'impact. Au début, on ne sait pas trop où la mousse a tapé. On pense que l'impact a lieu plus bas, sur les tuiles, au niveau du train d'atterrissage. Un tâtonnement auquel vient s'ajouter un autre élément troublant. La mission se poursuit dans l'espace sans que l'équipage ne soit mis au courant des doutes des ingénieurs au sol sur les possibles dégâts sur la navette. Mais lors du 3e jour de la mission, un radar de l'armée enregistre un mouvement inhabituel. Quelque chose se détache de la navette. Malheureusement, cette donnée, les ingénieurs ne l'ont pas au moment de la mission. Ils n'ont que les vidéos du lancement. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Quelque chose comme un débris qui se détache. Certains ingénieurs se sont dit que c'était étrange. Une sorte d'intuition d'ingénieur, qu'il y avait peut-être un problème. La peur, c'était « s'il y a un trou dans l'aile, vous êtes mort ». Les techniciens de la NASA vont alors tenter quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Un conseil de techniciens se réunit au 5e et au 6e jour de la mission pour prendre justement une décision et voir ce qu'on pourrait faire de malin. Alors ce qu'on peut faire de plus malin, c'est de prendre une photo. Le 21 janvier 2003, les techniciens préviennent leur responsable basé à Houston. Ce dernier comprend leur inquiétude et envoie un email à sa direction pour faire cette demande inédite. Dans cet email, il est clairement dit que sans meilleure image, il est impossible de déterminer précisément les dégâts. Le responsable demande donc l'accord d'utiliser un satellite militaire pour prendre une photo. C'est très compliqué de reprogrammer un satellite. Faire tourner un satellite ou faire tourner un télescope pour aller voir un hypothétique problème serait là encore engager des millions de dollars pour quelque chose qu'on jugeait impossible, voire improbable. Face à cette demande, la NASA est sceptique. D'autant plus que ce problème de mousse n'est pas nouveau. Ce problème de mousse qui se détache de cet endroit précisément a été observé dans 10% des vols spatiaux. C'est un risque très limité. Ce n'est pas plus inhabituel, pas plus anormal, pas plus dangereux que n'importe quel autre impact de mousse qui a eu lieu sur tous les autres vols jusqu'à présent. La réponse ne se fait pas attendre. Donc la décision est prise, et elle est très étrange, de ne pas prendre de photos de la navette. Sans le savoir, la direction vient de compromettre les chances de survie des astronautes. Car le débris repéré par le radar de l'armée n'est autre qu'une partie de la navette. En fait, c'est la partie qui manque dans le bord d'attaque, et c'est la partie qui a été arrachée au décollage. Mais à ce moment-là, donc personne n'en a conscience. Personne, et encore moins les membres de l'équipage. Hey, Alpha, this is Columbia. How you doing over there? We're doing great. We're so glad to see you guys made it into orbit. Yeah, we're glad to be here too. Everybody. À 280 km de là, ils poursuivent leur mission et ne se doutent toujours pas de ce qui se trame. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, aucun système d'alarme ne s'est activé dans le cockpit malgré les 26 capteurs présents dans l'aile gauche. Aucun d'entre eux n'est apparu comme anormal. Les capteurs dans l'aile sont faits pour surveiller les températures ou mesurer les forces, mais pas pour détecter la présence d'un trou. Il faudra attendre le 23 janvier, 8 jours après le décollage, pour que la direction de la NASA décide de prévenir par email le commandant de Columbia, Rick Husband.
Ils ont dit à Rick qu'il y avait eu un impact de mousse au décollage, mais qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Et voici cet email. Il est dit clairement que la chute de la mousse ne fait courir aucun risque à l'équipage et au retour sur Terre de la navette. Le commandant ne peut que se fier au discours de sa direction. On a une confiance énorme entre les astronautes et les managers de la NASA. Donc le chef de vol a dit « vous inquiétez pas, il n'y a pas de conséquences graves ». Les astronautes faisaient confiance. Mais l'équipage n'a aucun moyen de vérifier en fait l'étendue des dégâts. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de bras robotiques, il n'y a pas de sortie extravéhiculaire à ce moment-là qui permettent d'aller voir la nature de l'impact. Jonathan Clark est le mari de l'astronaute Laurel Clark. À l'époque, il travaille aussi au centre de mission de la NASA à Houston en tant que médecin. Il entend parler des craintes de ses collègues. Certains étaient inquiets, même s'ils disaient le contraire à l'équipage. Mais il n'a pas le choix. Il doit se taire. Nous ne sommes pas autorisés à dire des choses en dehors de certains circuits de communication. J'aurais pu leur dire « Hé les gars, vous avez un problème », mais ils se seraient inquiétés. Donc j'ai pris la décision de suivre les règles et de ne rien leur dire à propos du problème. À bord de Columbia, pensant que tout va bien, on travaille d'arrache-pied. Ils ont énormément de travail. Ils travaillent genre 18 heures par jour pour faire des expériences scientifiques, différents projets. Ils travaillent vraiment dur. Quelquefois, ils n'ont même pas le temps de manger. Entre deux expériences scientifiques, l'équipage profite des joies de l'apesanteur. Wow, Willie, that was impressive. What else? That's a bump, right? And then there's a spike. And then there's tennis. Tennis. Notamment lors des téléconférences avec leurs proches. Elle fait des pirouettes devant la caméra. Ses cheveux flottent. Mon fils, ça l'amuse beaucoup. C'est vraiment cool. On se parle 15 à 20 minutes une fois par semaine. Il adore vraiment être dans l'espace. Flotter, faire des trucs drôles pour les enfants avec de l'eau ou des M&M's. Il nous montre comment tourner en apesanteur. Devant de telles images, impossible d'imaginer que la vie de l'équipage est sur le point de basculer. Au sol, certains ingénieurs restent inquiets malgré la décision de leur direction. Mais sans photos satellites, difficile pour eux d'étayer leurs craintes. C'est là que le drame se joue. Nous avons des ingénieurs de la NASA qui tentent de savoir s'il y a un souci, mais sans avoir accès à aucune donnée. Donc, ils ont commencé à faire des extrapolations. Mais certaines erreurs vont être commises, ce qui va compromettre l'analyse de la situation. Première erreur, la zone d'impact de la mousse sur l'aile. Cela a tapé sur le panneau 8 du bord d'attaque de l'aile. Or, à l'époque, il est inconcevable pour les ingénieurs qu'un morceau de mousse ait pu endommager cette partie-là de l'aile. Un RCC, c'est indestructible. À l'époque, on pense que c'est vraiment indestructible. Pourquoi? Ça a des propriétés, à la fois c'est extrêmement léger, c'est extrêmement résistant, c'est plusieurs couches de carbone, c'est ce qui se fait de mieux. Tout le monde, pendant la mission, pense que l'impact s'est produit sur les tuiles, sous l'aile, et non sur le bord d'attaque, en RCC. Et pour évaluer les dégâts potentiels sur les tuiles, les ingénieurs disposent d'un logiciel qui s'appelle Cratère. Mais là encore, les outils disponibles les induisent en erreur. Le problème de Cratère, c'est qu'il est conçu pour évaluer les impacts de tout petits débris. Cratère analyse uniquement des débris de quelques millimètres, soit 400 fois plus petits que le morceau de mousse qui a touché Columbia. C'est une application inappropriée d'un logiciel existant. Mais il n'existe rien d'autre. Cette succession d'appréciations conduit donc à un résultat erroné et à ses conséquences dramatiques.
Le 24 janvier se déroule une réunion où sont abordées toutes les questions liées à la mission STS-107. Parmi les 7 personnes présentes, Don McCormack, le responsable de l'équipe chargée d'étudier l'impact de la mousse sur Columbia, et Linda Ham, la directrice en chef de la mission. L'enregistrement de la réunion montre comment ont été analysés les résultats du logiciel Cratère. L'analyse thermique n'indique pas qu'il existe un risque de brûlure. Mais c'est difficile de... Aucun risque de brûlure. Oui. Aucun dommage catastrophique. Des dommages liés à une surchauffe sur les tuiles. Oui, cela signifie de possibles réparations sur les tuiles et ce genre de choses. Mais nous ne voyons aucun problème de sécurité de vol. Aucun problème de sécurité de vol, rien de différent par rapport à ce que l'on connaît. Donc cela est noté, observé, mais pas considéré comme un problème de sécurité. C'est plutôt considéré comme un problème de maintenance. Et les emails commencent à circuler en interne à la NASA où les gens, d'un point de vue très affirmatif, disent il n'y a aucune possibilité qu'il y ait un quelconque endommagement de la structure parce que Cratère a montré qu'il n'y avait aucun risque. Depuis la Terre, les ingénieurs sont impuissants. La seule solution serait d'envoyer une navette de secours, mais il est déjà trop tard. Le temps qu'elle arrive, l'équipage manquerait d'oxygène dans Columbia. Et surtout, la majorité des spécialistes pensent qu'il n'y a aucun risque. Un avis auquel se fient les astronautes de Columbia. 28 janvier 2003. Plus que 3 jours avant le retour de Columbia. L'astronaute Laurel Clark parle pour la dernière fois depuis l'espace avec son mari et son fils Ian. Notre dernière communication est très joyeuse. On est content de se revoir dans quelques jours. Je m'en souviens comme d'un moment très joyeux, savoir qu'elle serait à la maison dans quelques jours. Jamais il ne m'est venu à l'esprit que ça finirait en tragédie. Ce seront les derniers mots de Laurel Clark pour son fils de 6 ans. Le 1er février 2003, la navette Columbia s'apprête à quitter son orbite. Son atterrissage est prévu dans un peu plus de 2 heures. À ce moment, personne n'imagine le pire. Il n'y a jamais eu de problème majeur lors des précédentes descentes. L'habitude et puis la croyance de l'époque faisait que il n'y avait plus de risque et que 24 heures avant, on pouvait déjà faire la fête. À Houston, dans la salle de contrôle, l'équipe chargée de surveiller le retour sur Terre de la navette s'installe. Sont présents une dizaine d'ingénieurs, le directeur de vol et celui qu'on appelle le Capcom. Le Capcom, c'est diminutif de Capsule Communicateur. C'est toujours un astronaute et qui est le seul autorisé à parler à l'équipage. À 8h10, c'est lui qui donne le feu vert à la navette Columbia de commencer les premières manœuvres. Columbia, Houston. Go ahead, Houston. Hey, Rick, you are go for the deorbit burn. Okay, we copy. Go for the burn right now. Le deorbit burn est la première étape dans la phase de rentrée. Pour quitter son orbite, Columbia réduit donc sa vitesse. Donc on est en marche arrière sur le dos, on allume les moteurs de la navette, on va descendre la vitesse d'environ 120 mètres par seconde. Et une fois que la vitesse a été faite par les moteurs, la navette se retourne pour revenir le nez vers l'avant avec 40 degrés d'incidence. Elle se met dans une orientation idéale pour la rentrée avec le bon angle par rapport au filet d'air, qui est à peu près de 40 degrés. Elle a une marge de plus ou moins 1 degré. Mais au-delà de 2 degrés, en plus ou en moins, c'est la catastrophe. Si l'angle est supérieur à 40 degrés, la navette va rebondir sur les couches de l'atmosphère, un peu comme un ricochet sur l'eau. Si au contraire il est inférieur à 40 degrés, l'orbiteur brûlera. Mais cet angle est géré par des ordinateurs de bord pour assurer la plus grande précision. Et à ce moment, pour Columbia, tout est parfaitement exécuté. Columbia, Houston, good burn, no trim required. We copy and concur, Houston, thanks.
Il est 8h44 quand Columbia pénètre dans les premières couches de l'atmosphère. À l'intérieur de l'orbiteur, là aussi, l'ambiance est plutôt détendue. L'astronaute Laurel Clark filme ses premières minutes de descente hypersonique à plus de 27 000 km/h, 12 fois la vitesse maximale du Concorde. Laurel est située à droite dans le cockpit du haut. Elle est en train de filmer et elle parle. Elle fait même des blagues. Et c'est vraiment étrange, car elle filme les premières flammes du plasma. Le plasma, le voici, derrière le hublot. C'est de l'air surchauffé qui entoure la navette quand elle entre dans l'atmosphère. Quand la navette entre dans l'atmosphère, l'énergie est convertie en chaleur, une chaleur extrême. Vous êtes dans une boule de feu. Une boule de feu qui atteint les 1600 degrés, notamment sur les bords d'attaque des ailes, précisément là où Columbia a un trou de 25 cm. Mais l'équipage n'en sait rien. Le commandant Rick Husband s'amuse même de voir ce plasma autour de la navette. Il est très serein. Il est sûr que tout se passera bien. 140 km plus bas, à Houston, les ingénieurs regardent leurs écrans où sont référencés tous les capteurs de la navette. Au début, rien n'indique un possible problème. On voit des voyants s'allumer. Bon, rien de bien méchant. On voit une élévation de température assez faible, de l'ordre de 4 degrés par minute. Mais à 8h54, tout bascule en salle de contrôle. Un ingénieur alerte alors le directeur de vol de l'apparition de plusieurs messages d'erreur. Un par un, les paramètres tombaient en panne. C'est normal d'avoir un, peut-être deux capteurs hors limite. Mais là, il y a beaucoup trop de capteurs qui sont dans ce cas de figure. Et tout ça n'a aucun sens, mais c'est normal parce qu'en fait, tous ces capteurs qui sont à bord de la navette spatiale sont en train de fondre et la navette elle-même est en train de se déformer. Le plasma s'engouffre dans l'aile et il agit comme un chalumeau. Ce que les ingénieurs ne voient pas, c'est que le plasma s'est infiltré par le trou dans le bord d'attaque. Les capteurs ne résistent pas à la chaleur, mais il y a pire. L'intérieur de l'aile est fait en aluminium, un matériau qui fond à 600 degrés. Il reste 20 minutes avant l'atterrissage. Columbia survole la côte ouest des États-Unis. Des amateurs filment la descente de Columbia. Ils sont les premiers témoins de la désintégration progressive de l'orbiteur. Des flashs lumineux se détachent de Columbia. L'aile gauche commence à partir en petits morceaux. À l'intérieur de la navette, l'équipage n'a pas encore conscience de ce qu'il se passe. Seul l'ordinateur de bord observe une surchauffe sur l'aile gauche. Il va alors tenter d'adapter sa trajectoire. L'ordinateur a commandé à la navette de se mettre en crabe, comme ça, de façon à protéger l'aile gauche pour qu'elle soit donc à des températures inférieures. Mais rien ne fonctionne. Le pilote automatique n'a plus d'autorité. Le pilote automatique dit « j'arrive en butée de mes gouvernes, je ne sais plus faire ». La température dans l'aile ne cesse d'augmenter dangereusement, entraînant une réaction en chaîne dévastatrice. Hi Max, go. We just lost tire pressure on left outboard and left inboard both tires. Tous les capteurs indiquent clairement des températures anormalement élevées à l'intérieur de l'aile gauche. Et là, ça commence ce qu'on appelle en aéronautique, on dit qu'on est en train d'allumer le sapin de Noël. Vous avez beaucoup de voyants qui s'allument. Au sol, ils ont commencé à devenir très inquiets à ce moment-là.
Il est 8h59. Le Capcom contacte le commandant Rick Husband. And Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last. Et puis c'est la rupture. On n'a plus aucun contact. Columbia, Houston, comm check. Alors que la NASA tente de rétablir la communication, l'équipage de Columbia, lui, lutte pour sa survie à plus de 21 000 km/h. Il existe une procédure en cas de perte de contrôle. Il faut réactiver les moteurs auxiliaires. Et donc à ce moment-là, l'équipage reprend les commandes en manuel. C'est Willie McCool qui pilote. Et il tente alors de relancer les moteurs. Et sans efficacité. Et donc là, il a compris instantanément que c'était perdu. Jusqu'au bout, l'équipage essaye de sauver la navette. Enfin, rongée de l'intérieur par les flammes, l'aile gauche ne peut plus résister aux forces aérodynamiques considérables. La structure de l'aile devient trop instable, alors l'aile s'arrache. La navette devient hors de contrôle. Pourtant, le centre de mission de Houston essaye toujours de reprendre contact avec Columbia. Columbia, Houston, UHF comm check. Encore et encore, ils essayent de contacter la navette, avec comme seule réponse le silence. Columbia, Houston, UHF comm check. À quelques kilomètres de là, des vidéastes amateurs filment toujours la navette. Quand soudain... Très rapidement, la navette se dépressurise. À ce moment-là, l'équipage perd connaissance. La navette vole en éclats et s'éparpille au sol. Il est 9h03. Columbia se désintègre dans le ciel à 60 km d'altitude. Une pluie de débris s'abat alors sur le Texas. Immédiatement, les services de secours reçoivent de nombreux appels inquiets. Il y a des débris énormes qui tombent. Il y a des morceaux de moteur, notamment un qui tombe dans un golfe. Des débris massifs. Dans la salle de contrôle, le directeur de vol prononce alors les 3 mots les plus redoutés à la NASA. GC flight. GC flight. Fly GC. Lock the doors. Enfin, les portes, ça veut dire l'accident est très grave. Ignorant tout du drame, à Cap Canaveral en Floride, les familles attendent toujours le retour de leurs proches. Columbia est censé atterrir dans 2 minutes, mais un détail les inquiète. Normalement, avant l'atterrissage d'une navette, on entend un boom sonique. C'est très bruyant, comme un double coup de feu. Ces 2 booms soniques, c'est le nez qui passe le mur du son, puis la queue de l'orbiteur. Il n'y a aucun son. Aucun boom sonique. Rien. Et l'horloge commence à aller dans le plus. Mon fils Matthew me tient la main et ma fille me demande « Est-ce que papa va bien ?» Je la regarde dans les yeux, je lui dis non, je ne pense pas, mais je ne sais pas ce qui se passe. On nous déplace en catastrophe au quartier des astronautes. Tout le monde est avec son téléphone, c'est la panique. J'entre dans un bureau, j'allume la télé et je comprends ce qu'il se passe. It broke up into numerous pieces. I count 1, 2, 3, 4, 5 significant streaks there as you look down there. Les journaux télévisés diffusent en boucle la désintégration de la navette Columbia.
Tout se passe au ralenti dans ma tête, c'est irréel. C'est littéralement le jour le plus horrible de ma vie. My fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. At 9 o'clock this morning, Mission Control in Houston lost contact with our space shuttle Columbia. A short time later, debris was seen falling from the skies above Texas. The Columbia is lost. There are no survivors. Commence alors une mobilisation sans précédent pour récupérer les débris étalés sur plus de 300 km de long. Ça a été la plus grande fouille jamais menée. L'armée, les employés de la NASA, l'Agence de protection environnementale, les forces policières locales, notamment celles du Texas, la garde nationale, des citoyens volontaires. En tout, 30 000 personnes. Le gouvernement américain a débloqué 3 millions de dollars pour récupérer les débris. Après 6 mois, 82 000 pièces, soit 40% de la navette, ont été récupérées et assemblées dans un gigantesque hangar pour l'enquête. Au début, c'est vraiment dur à voir. On se rend bien compte de la force du choc. Les morceaux de métal vrillés, c'est vraiment émouvant. Mais une question reste en suspens lors de l'enquête. La NASA pouvait-elle sauver l'équipage? Si le trou dans l'aile gauche avait été découvert assez tôt dans la mission, l'agence spatiale avait-elle les moyens de secourir Columbia? Certains évoquent des solutions potentielles. Ils auraient pu préparer une autre navette, Atlantis, pour décoller et avoir un rendez-vous avec Columbia. L'équipage aurait alors pu passer d'une navette à l'autre. Mais les chances de réussite de cette opération restaient malheureusement extrêmement faibles. Cela aurait pu être une superbe histoire de sauvetage avec des héros. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée. On n'avait jamais tenté quelque chose de semblable. On n'avait jamais eu 2 navettes en même temps dans l'espace. Et si pendant le sauvetage, on perdait l'autre navette? On aurait pu perdre 14 personnes au lieu de 7. Cet accident va suspendre pendant 1 an et demi les vols habités avec les navettes spatiales. Et le programme ne reprendra qu'un rythme d'1 ou 2 vols par an jusqu'à l'arrêt total, le 8 juillet 2011. En fait, l'accident de 2003 sonne comme une confirmation, en réalité, du fait que la navette spatiale doit être remplacée par autre chose. Mais la tragédie de Columbia n'est pas pour autant oubliée. Aujourd'hui, au 16e étage d'un immeuble de la NASA en Floride, les débris sont précieusement gardés. Ils servent à penser à concevoir les fusées de demain. Pour construire les futures fusées, on peut apprendre beaucoup de choses des débris de Columbia. Quel matériau n'a pas résisté? Quel matériau a bien résisté? Ce que nous a transmis cet équipage, c'est de permettre que les choses soient plus sûres à l'avenir. Leur sacrifice va permettre à d'autres de vivre. Un héritage pour les générations futures laissé par Columbia et son équipage. Un douloureux rappel que la conquête spatiale reste et restera une activité à haut risque, où la moindre défaillance peut conduire à une catastrophe hors de contrôle.